Bonjour, bienvenue à tous. Alain, vous voulez un petit peu d'eau? Vous avez beaucoup parlé. Oh, une demi-heure seulement. Un petit peu plus, en vrai. Ah, tenez. Guillaume, on va commencer par vous. Je suis désolée, je ne commence pas par les dames, mais j'ai ma petite logique. On commence par vous parce que vous aussi, vous connaissez les situations d'urgence. Là, vous nous avez parlé, Alain, donc des situations d'urgence du GIGN quand il doit intervenir ou quand il doit faire face à une crise pour protéger le président. Donc vous êtes ambulancier, et là, sur ce plateau, vous êtes le premier à présenter ce profil. Vous êtes ambulancier et sophrologue, mais vous avez suivi la formation de 2 ans en sophrologie pour servir votre métier d'ambulancier, et votre cœur de métier reste ambulancier du SMUR. Pourquoi est-ce que vous avez senti que vous avez besoin de nouveaux outils? C'est mon métier d'ambulancier qui m'a fait rechercher d'autres moyens de prise en charge, en fait. C'est comme ça que je me suis tourné vers la sophrologie, parce que le SMUR, c'est un métier d'urgence, et on a tendance à attaquer un petit peu la victime un peu vite. C'est dur quand vous le dites comme ça, hein. On a tendance à attaquer la victime un peu vite. Ouais, c'est un peu la médecine de guerre, un petit peu, le SMUR, hein. C'est un peu comme ça, hein. Donc du coup, c'était un peu l'esprit que j'avais, en tout cas. On bondissait un peu sur la victime, et la prise en charge était quand même pas terrible, et c'est comme ça que je me suis interrogé en me disant, mais comment on peut faire autrement, en prenant un peu plus soin, je veux dire, de la personne et de la victime, qui est déjà pas bien en temps normal. Et c'est comme ça que j'ai fait, après quelques recherches, je me suis tourné vers la sophrologie qui me permettait, je pense, de prendre en charge plus calmement les choses, et ce que j'ai pu réussir à prouver après avec le temps. Alors, vous allez nous parler de ce qui s'est passé la première fois, parce qu'on en a parlé beaucoup hier, hein, de la façon d'intégrer la sophrologie dans l'hôpital, dans une équipe pluridisciplinaire. Là, on est dans une situation d'urgence, mais on est encore dans le domaine de la santé. Mais du coup, sur cette première intervention, donc il s'agissait d'une jeune femme accidentée moto ou voiture, oui, c'est ça, moto. Ouais. Donc, si un gros choc, multiples fractures, elle n'était pas très bien. Est-ce que du coup, la sophrologie, donc à ce moment-là, c'est la première fois que vous utilisez vos nouvelles compétences. Est-ce que vous l'avez fait parce que vous aviez envie d'améliorer la prise en charge de la patiente, ou est-ce que aussi, comme nous l'a laissé entendre Alain Le Carreau, le fait de pouvoir vous-même avoir bénéficié de ce parcours de sophrologue, ça vous a permis d'être dans un état de conscience qui vous rendait plus performant, plus bienveillant, plus existant, plus vivant? Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme autre mot? C'est difficile. Je ne sais pas trop ce qui m'est arrivé à ce moment-là, parce qu'en fait, j'avais pas encore... entre guillemets, imposer la sophrologie au sein du SMUR. À l'époque, c'était vraiment, et effectivement, la toute première fois que j'allais le mettre en place, et sans l'autorisation de qui que ce soit, en fait. J'avais pas l'autorisation non plus du médecin. J'avais parlé beaucoup de la sophrologie, etc., mais je l'avais jamais encore mis en action. Mais là, je me suis trouvé face à cette victime d'un accident grave, hein, vraiment polytraumatisée. En arrivant auprès d'elle, j'ai commencé à faire mon travail tout à fait normalement. Et je me suis mis en contact simplement avec elle. J'ai commencé à lui parler parce que forcément elle souffrait énormément des grosses fractures au niveau des jambes et des bras. Et peut-être à l'intérieur, on ne savait pas trop ce qui se passait, bien évidemment. Et j'ai croisé son regard et j'ai vu qu'elle m'écoutait à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, j'ai des outils pour l'aider, il faut que je l'aide avant qu'on puisse, parce que je savais que la mise en place de la médication allait être longue, vu la circonstance. Il faut savoir qu'elle avait été propulsée sur plusieurs mètres et elle était en plein milieu d'un champ qui venait d'être labouré pour que ce soit mieux. Et puis en Normandie, le terrain est sec, évidemment, donc c'est toujours sympa d'être pataugé dedans. Donc du coup, voilà, j'ai imposé la sophrologie à ce moment-là, j'avais son contact. Et je me suis dit, faut que je l'aide, ça va être long, maintenant il faut que j'essaye quelque chose. Et je suis parti avec les techniques, les outils que j'avais à ce moment-là, et on m'a laissé faire. J'ai eu cette chance que le médecin me laisse faire. Il a compris à un moment, en me regardant, il s'est dit clairement, Guillaume est en contact avec, je ne lui parle absolument plus, à la victime je parle. Et oui. Vous lui parliez pendant qu'il la branchait? Lui, il me parlait vaguement dans les oreilles en me disant voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Mais du coup, plus personne ne s'est adressé à la victime. Elle n'avait qu'un seul contact, c'était moi. Et il m'a laissé travailler tout le long, en fait.
Et là, vous avez senti qu'elle était relativement apaisée et qu'elle supportait mieux ses premiers soins. Oui, elle a mieux supporté la douleur. Et pour la petite anecdote, voilà, il s'est passé quelque chose de, voilà, qui a imposé du coup la sophrologie au SMUR après. C'est que le médecin s'est permis de réaxer le fémur sans médicament. Et là, c'est quelque chose d'horrible. Le fémur, c'est l'os de la cuisse, c'est le plus gros colonné qui est très très douloureux quand on tire dessus. Et il a fait ça sans me le dire, heureusement, parce que moi j'aurais eu peur pour elle et je pense que c'est moi qui aurais lâché prise. Et là, du coup, voilà, il a fait ça et après, du coup, le retour de staff le lendemain matin, parce que c'était en pleine nuit, sinon c'est pas drôle. Le retour de staff le lendemain matin a été important et là, il y a eu des vrais retours sur la sophrologie en se disant. Les médecins, entre autres, se sont dit « Ah, oui, Guillaume fait ça, maintenant il y a un outil supplémentaire. » Et ça a attisé la curiosité des autres, surtout. D'accord. Donc ils ont tout fait pour que je travaille après. Donc voilà comment par l'expérience, vous avez tout de suite convaincu le médecin et puis donc utiliser vos compétences au fur et à mesure. Et maintenant, on vous demande de sensibiliser les autres et de les former enfin de les sensibiliser, je ne veux pas dire former parce que j'ai bien compris que c'était... Ouais. Je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Oui, mais de les sensibiliser en tout cas à ces techniques. Mais du coup, alors je vais revenir vers vous Alain Caro en quelques minutes. Ce qui se passe là dans des situations comme ça, parce que vous aussi, ça vous rend plus vigilant au moment de l'intervention. C'est ce qui se passait aussi pour vous au sein du GIGN ou au sein de la garde rapprochée. Grâce à la sophrologie, ça vous pouvez vous mettre dans des états de conscience modifiés, vous en parliez, mais dans un état de vigilance extrême qui vous rendait plus performant. Ah, avec un micro. Oui, ces techniques que j'appelais les techniques de retour à soi permettaient de quitter l'état de conscience ordinaire dans lequel on était ou dans lequel on risquait de partir lorsque nous arrivions, mais comme les ambulanciers ou comme les gens des secours qui arrivent sur un théâtre d'accident. Nous, lorsque le président, par exemple, a arrivé, il y avait un contexte avec une foule, des gens qui... Enfin, il y a du bruit, ça bouge, ça remue, surtout en Afrique, hein, donc c'est l'accueil populaire, etc. Si on se laisse prendre par ces vibrations, on part dans ces vibrations. On semble être présent, mais en fait, on n'est pas présent. Notre corps est présent, mais nous, on est parti pris par le chaos, par le bruit, par le vigilance. La vigilance nécessite effectivement que l'on puisse sortir de cet état-là pour rentrer dans notre état intérieur du retour à soi. Et là, j'ai quelques techniques que je n'ai pas eu le temps de mettre en place, mais qui nous mettaient tout de suite dans cet état intérieur qui faisait que, d'abord, c'était automatique souvent, hein, c'était par la répétition et par la répétition de ces actions. Automatique parce que vous étiez entraîné. Oui, parce qu'on était entraîné et c'était le groupe. Il y avait aussi l'effet du groupe. On n'était pas seul comme un ambulancier peut l'être. Quand on est au sein d'un groupe, il y a tout le groupe derrière qui vous amène dans cet état particulier qui fait qu'on est coupé de tout le chaos environnant pour nous retrouver dans un état particulier de conscience où on est juste sur l'action à conduire ou sur l'écoute ou sur l'observation à mener. Et c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Et à partir de là, nous sommes aptes à accueillir des informations que l'on n'a pas forcément dans l'état ordinaire de conscience. D'accord. Comme vous êtes extrêmement présent, extrêmement vigilant, vous pouvez, en situation d'intervention, être concentré sur votre mission, quel que soit le chaos ambiant, ou dans le cadre de la protection du président, pouvoir repérer des comportements anormaux dans une foule un peu délirante, un peu excitée, un peu hurlante. Et là, on peut comparer ça un peu à un film qui tournerait au ralenti et on verrait la menace qui viendrait d'un individu, par exemple, qui lui n'est pas dans l'état des autres qui attendent le président de façon pacifique ou enthousiaste ou en gueulant, ça dépend suivant de la nature des gens présents, mais il y a une forme de tension particulière vers la personne du président. Celui qui lui va faire quelque chose, il n'est pas dans cet état-là et c'est celui-là qu'on doit aller chercher. Et c'est celui-là que vous pouvez repérer si vous êtes présent et hyper vigilant. À condition nous-mêmes d'être dans cet état particulier que j'appelle du retour à soi. Et c'est ce que la sophrologie du coup vous a apporté comme outil supplémentaire. Voilà, en plus la sophrologie et d'autres outils alliés à la sophrologie. D'accord.
Et alors du coup, Guillaume, hop, je rebondis, parce que est-ce que vous pouvez témoigner de la même expérience? On comprend bien ce que la sophrologie peut apporter aux patients qui sont en situation de crise. Est-ce que vous partagez le témoignage d'Alain? Est-ce que vous-même, dans une situation paroxystique, vous pouvez bénéficier de la sophrologie pour améliorer vos propres performances et compétences? Oui, alors ma première compétence, c'est la conduite rapide déjà, donc un effort de concentration énorme. Donc ça agit pas mal sur moi, et je fais de la sophro avec mes collègues aussi pour améliorer tout ça. Et on a aussi, nous, sur tout ce qui est accident de voie publique et tout ce qui s'ensuit dans le même esprit, on rencontre les effets des badauds qui sont là. Et aujourd'hui, les gens sont pas forcément aidants, hein, donc ils sont toujours plus ou moins agressifs. Donc effectivement, il faut avoir ce regard aussi concentré sur ce qui se passe autour pour ne pas être surpris. On tombe aussi, nous, en tant que SMUR, sur des rixes. Les rixes, aujourd'hui, c'est plus des coups de poing, hein. On y va à coups de couteau, et au pistolet, au revolver, etc. Donc quand on intervient dans ces milieux-là aussi, il faut qu'on reste assez concentré et vigilant pour voir tout ce qui se passe tout autour. Et c'est le rôle de l'ambulancier dans ces cas-là de protéger l'équipe aussi, et donc à moi d'être vigilant et de savoir tout ce qui se passe autour. Et est-ce que vous utilisez du coup la sophrologie comme un outil pour améliorer votre concentration, votre vigilance? Oui, toujours, au moins d'être toujours le plus présent possible et le plus, ce qu'on appelle nous, ancré possible, c'est-à-dire vraiment faire très attention, être bien là et pas lâcher du tout le regard sur ce qui se passe. D'accord, d'accord. Alors je vais passer maintenant à vous, mesdames. Vous allez voir que c'est très complémentaire. Vous aussi, vous vivez des situations de crise, des situations d'urgence, mais qui s'installent on n'est pas dans des moments paroxystiques, ça s'installe dans la longueur. Le DFF. Prenez un micro, ça va être plus pratique. Un bel acronyme, qui veut dire Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Alors, Marion et Laure. Laure, Marion, merci. Donc, Laure, alors vous êtes complémentaires. On avait une équipe pluridisciplinaire hier, et c'est un peu le cas encore aujourd'hui. Vous, Laure, vous êtes sophrologue. Oui. Et auprès des femmes, vous êtes plus particulièrement en charge de leur accompagnement vers le retour à l'emploi. C'est ça, donc des femmes en insertion. Des femmes en insertion. Et vous, Marion, vous n'êtes pas sophrologue. Vous êtes responsable territorial de l'antenne Beaujolais élargie, et vous êtes plus particulièrement en charge de ces femmes victimes de violences conjugales ou de violences au sein de la famille. Et en fait, si vous êtes venues toutes les deux, c'est parce que l'approche, elle est globale. Alors, qui commence? Comment est-ce que vous nous racontez ça? Dites-nous, Marion, alors vous êtes dans le cas, alors voilà, hier on avait sur ce plateau des sophrologues qui exercent le métier de sophrologue. Aujourd'hui, on a, avec Alain et Guillaume, des gens qui utilisent la sophrologie pour servir leur cœur de métier. Vous n'êtes pas sophrologue, mais vous dites, il m'en faut, auprès de moi. En tout cas, ce que je dis, c'est que sur l'accompagnement qu'on a des femmes victimes de violences, tout type de violence, mais majoritairement des violences conjugales, on a des femmes qui vont avoir des conséquences psychologiques et des psychotraumas sur tout ce qu'elles ont pu vivre ou ce qu'elles vivent. Et ça a des incidences psychiquement et ça a des incidences physiquement. Et du coup, dans l'accompagnement, on doit travailler sur ces deux volets avec elles, et je suis amenée à me dire vers quel autre professionnel on va pouvoir travailler pour pouvoir les accompagner et sortir. Ça va être des femmes qui vont être ambivalentes, en hypervigilance, avec un taux d'angoisse, elles ne dorment plus, elles ont une estime d'elles qui est complètement plus bas, puisque c'est l'objectif des auteurs des violences, notamment conjugales. Et donc tout ça, c'est comment on arrive à les accompagner et utiliser des outils. Voilà. Et des fois, moi, il m'arrive, alors que je suis pas sophrologue, de leur dire fermez les yeux, on va respirer, on va essayer de faire quelque chose, parce que là, c'est pas possible, vous n'êtes pas cohérente dans ce que vous me dites, et moi, du coup, je peux pas vous aider. Bien sûr, on comprend bien que ces femmes-là peuvent pas rentrer dans un schéma d'insertion, trouver un emploi, en étant dans cet état-là de fragilité, de vulnérabilité, d'angoisse. Et du coup, vous avez recours à la sophrologie plus à la psychologie, parce qu'on pourrait dire dans des cas pareils, on est dans des cas de traumatisme, hein, comme pour des gens qui ont eu des accidents graves. Si vous avez recours à la sophrologie, c'est parce que c'est un outil qui est rapide à mettre en place
est facile à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir des psychologues, hein, on est bien d'accord. Hein. Non, mais c'est pas suffisant, en fait, les psychologues. Ce qu'on dit, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que moi, je les aide à mettre des mots et à reconnaître qu'elles sont victimes de violences, qui est la première étape. Et après, on a plusieurs orientations vers des professionnels de santé et des professionnels de manière globale. Et ce qu'on évoque, c'est qu'en fait, il faut une approche pluridisciplinaire et qu'il faut plusieurs professionnels. Et un psychologue ou un psychiatre, c'est pas suffisant. Des fois, il faut aller voir un kiné, il faut aller voir un chiropracteur, faut aller voir un sophrologue, parce que du coup, en fonction des personnes et de là où elles sont, du coup, il leur faut une approche globale pour pouvoir sortir. D'accord, alors il faut une approche globale et trouver le meilleur outil pour entrer dans un chemin de reconstruction. Et parfois, c'est la sophrologie. On le disait hier, il est parfois plus facile pour certaines personnes de s'adresser d'abord à un sophrologue. Ça les effraie moins que d'aller voir un psychologue. Comment est-ce qu'elles réagissent, Laure, ces femmes? Donc, allez-y. Alors du coup, moi je rebondis, c'est que moi je suis sur le volet insertion, mais la plupart des femmes qu'on accompagne en insertion sont victimes de violences ou ont été victimes de violences. Donc pas forcément conjugales, mais psychologiques, et puis violences sociétales, elles sont en grande précarité, elles vivent dans les quartiers, donc voilà, elles cumulent en fait un certain nombre de violences. Et quand nous on les accompagne, c'est donc moi j'ai mis ça en place au sein du CIDF au travers de plusieurs actions, donc des ateliers collectifs thématiques, et puis aussi plusieurs ateliers conséquents. Et là, je sors d'un groupe où elles s'en sont emparées très rapidement, vraiment. Donc, c'est-à-dire que sur 12 séances consécutives, au bout de la 3e, elles-mêmes, lors d'une séance, se disent « Ah ben là, pendant cet exercice-là », et elles font le retour après, là, je vous ai pas écouté parce que j'avais mal quelque part, j'ai fait l'exercice qu'on avait fait la dernière fois, et puis après, j'ai repris la séance. D'accord. Au bout de 3 ou 4 séances, elles en avaient jamais fait avant. Donc elles se sont emparées, en tout cas pour le groupe que j'ai eu là dernièrement, très rapidement des outils. Elles ont mis ça en place aussi chez elles, avec leurs enfants. Donc je trouve que c'est très rapide. Donc elles ont très vite constitué leur propre boîte à outils avec ce que vous leur avez apporté. Oui. Vous me parliez du syndrome de la dernière chance. Vous me disiez qu'elles étaient extrêmement réceptives parce qu'au point où elles en sont, elles se disent il faut que j'essaye quelque chose. C'est ça. Et pour celles qui étaient là dernièrement, c'est-à-dire écoutez Laure, il y en a, je sais pas quoi faire, je sais plus là, donc je viens parce que j'essaye. Il y en a d'autres qui disent je vais voir, hein, j'y crois pas trop, mais je viens. Et puis au final, elles ont adhéré et elles ont vu que c'était extrêmement bénéfique pour elles. D'accord. Donc là, vous les voyez quand c'est au sein du CIDF. Oui. Donc vous avez un atelier de 12 séances. Oui. Et ensuite, vous ouvrez la place à d'autres. Est-ce que, à l'issue de ces 12 séances, elles reviennent vous voir? On les a en accompagnement. Mes collègues les ont en accompagnement. Moi, je viens en plus. Donc du coup, je propose ça au sein du CIDF et on souhaite le développer de plus en plus. J'ai l'avantage d'avoir une direction qui est à l'écoute et qui souhaite aller dans cette optique-là. Et c'est des choses qu'on fait valoir aussi auprès de nos financeurs. Donc c'est déjà un grand pas. D'accord. Alors, par rapport, on va s'adresser aux gens qui sont dans la salle. Il y a beaucoup de sophrologues en formation. Oui. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Parce que là, on arrive dans des domaines qui sont des domaines très particuliers. On parle de victimologie, on parle de traumatisme. J'imagine qu'il faut un niveau de connaissance ou des prérequis. Enfin, quels sont les prérequis si on veut mettre sa sophrologie au service de ce type de personnes? Alors après, c'est d'avoir cette écoute. La sophrologie, c'est une chose. Moi, je vois, c'est mon métier initial d'être dans l'accompagnement. Et puis, je me suis formée en sophrologie. Donc, en fait, c'est vraiment très, très complémentaire. Ce qu'on disait hier, utiliser ses talents, c'est d'avoir déjà ces envies d'aller vers ce public-là qui est en grande difficulté. Donc, une grande écoute. Et puis, être aussi dans la créativité. D'accord, alors là vous rejoignez ce que nous disait Marie-Claire Bouters, je ne sais pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui, hier. Utiliser son premier domaine de compétences, ses talents, ses premières compétences avant d'être sophrologue, et compléter aussi ce que vous avez fait, vous également, et compléter avec la sophrologie.
dans l'écoute et la bienveillance. Alors il y a quelque chose que vous partagez aussi avec Françoise Chomérac. Vous me dites ces personnes que vous voyez, donc c'est beaucoup une population souvent, pas uniquement, mais majoritairement maghrébine, donc dans des situations de grande souffrance et de grande violence. Vous proposez une approche globale et vous portez pas de jugement. Pas de jugement. Sur leur situation, parce qu'elles se culpabilisent déjà bien suffisamment. Françoise, c'est la même chose pour vous. Vous intervenez, vous êtes sophrologue, vous intervenez en milieu carcéral. Vous aussi, Alain, d'ailleurs, vous intervenez aussi en milieu carcéral. Et la première chose que vous m'avez dite, c'est que ce sont des gens que vous aidez, que vous accompagnez. C'est ça, ce sont des gens en fait. C'est-à-dire que quand ils viennent au sein des groupes, ben voilà, c'est des personnes qui arrivent à un moment donné de leur existence. Et peu importe leur acte qui les a amenés en détention, moi je les prends comme ils sont au moment où ils arrivent. Vous ne posez pas de questions sur les raisons de leur incarcération? Aucune. D'accord, ça vous ne savez pas? Non. D'accord. Quel est l'apport de la sophrologie pour ces gens qui sont en prison? De quoi souffrent-ils et de quoi ont-ils besoin? En détention, en fait, la plus grande difficulté qui ressort, c'est simplement d'être. Ça commence déjà par la petitesse des cellules, hein. Quand on est 1 ou 2 dans 9 mètres carrés ou 2 ou 3 dans 11 mètres carrés, ça situe déjà bien la problématique. La perte de soi avec un code vestimentaire précis, des interdits sur les bijoux, la perte des amis, du travail, difficultés familiales. Voilà, on peut pas échapper non plus aux cris des autres cellules, aux claquements de porte, aux insultes, aux pressions qui viennent entre détenus ou au contraire avec le personnel surveillant aussi, les ouvertures de portes constantes, les difficultés de téléphone, de cantine avec des prix plus élevés, l'accès au travail qui n'est pas suffisant, l'accès à la formation aussi ou à la scolarité. Et qu'en fait, surtout les personnes, quand elles arrivent la première semaine, il y a beaucoup de rendez-vous parce qu'ils font le point sur la scolarité, sur le parcours professionnel, sur l'état de santé. Donc en fait, pour la personne incarcérée, elle croit que c'est le début de quelque chose. Et en fait, pour l'administration pénitentiaire, c'est une manière de classer la personne en détention, c'est-à-dire savoir si elle est apte au travail, si elle a des tendances suicidaires. Vous voulez dire quoi? Tous ces rendez-vous, le fait qu'ils vous voient vous? Non, les rendez-vous avant. Donc, les rendez-vous, voilà, ça permet à l'administration de savoir à qui elle a affaire. C'est ça, pense que d'un coup, il va se passer quelque chose pour elle. En fait, c'est simplement pour l'orienter, pour l'agrément, on va dire, de l'administration pénitentiaire, et après, c'est un gros vide. D'accord, donc on a en même temps un univers ultra oppressant. C'est ça. Ultra stressant. C'est ça. Des gens qui sont du coup dépersonnalisés, qui n'ont plus aucun repère, qui se sont perdus complètement eux-mêmes. C'est ça. Et de temps en temps, des petites fenêtres d'espoir qui n'en sont pas et qui retombent comme des souffles. Voilà, qui n'en sont pas. Alors en fait, on parle, enfin, ce qui ressort aussi, hein, c'est un peu ce que moi, là, j'appelle un peu la coquille vide, c'est-à-dire que les gens oublient qu'ils ont une vie, oublient leurs qualités, leurs envies, leurs rêves, leurs capacités pour être vraiment réduits à la petitesse des cellules, en fait. Hein. Tout devient, on est tout étriqué, en fait. Ouais. Alors du coup, sur quoi vous travaillez avec eux et qu'est-ce que vous faites en premier? Bon, vous les remettez dans leur corps, j'imagine, mais comment on fait vous me dites, je leur redonne de la dimension? En fait, moi, je leur redonne rien du tout. Hein. C'est eux qui s'approprient vraiment cet espace-là, et c'est eux qui font le travail. Mais effectivement, la première chose, c'est le retour dans le schéma corporel et cette possibilité de se déployer. C'est-à-dire que d'un coup, retrouver l'enveloppe avec la place qu'elle tient. Parce qu'en fait, ils oublient la place que ça tient. Donc déjà, revenir à cet endroit-là. C'est vraiment le début, et même tout de suite dès le départ en parallèle, sans parler tout de suite d'apprentissage entre guillemets, de gestion des émotions, mais même si au départ c'est abstrait, moi je leur demande directement d'accueillir l'état dans lequel ils se trouvent là tout de suite, hein, sans se juger, sans porter de valeur sur comment ils se sentent. Donc au début c'est un peu abstrait. Et puis petit à petit, à force de faire ce travail, hein, moi aussi je les ai sur une longue période, je les ai sur 14 séances, du coup ça s'affine en fait. Et plus ils affinent cette chose-là, c'est-à-dire accueillir sans commentaire l'état dans lequel ils se trouvent, et bien plus ils arrivent à être disponibles pour rebondir sur la situation, quelle qu'elle soit. Et même s'ils démarrent vraiment très fort dans une émotion, petit à petit ils prennent les outils aussi pour arriver à redescendre plus facilement. Est-ce que vous, ce syndrome de la dernière chance, tel que l'a évoqué Laure, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle?
Est-ce que c'est des gens aussi qui sont dans une situation de telle détresse qu'ils se saisissent des outils sophrologiques ? Alors en fait, moi j'ai de tout, parce que quand en détention, il y a énormément de gens qui connaissent pas du tout la sophrologie, quasiment. Voilà, donc ils arrivent pour plein de raisons en fait. Ils arrivent déjà parce qu'une personne qui travaille pas, qui est pas en formation, qui suit pas une thérapie et tout ça, en détention, on peut rester plus de 21 heures sur 24 en cellule déjà. Donc ça c'est enfermé dans 9 mètres carrés ? Enfermé dans 9 mètres carrés ou dans 11 mètres carrés, l'autre est toujours vraiment collé à soi en fait. Donc il y a des personnes qui arrivent juste pour se balader, mais c'est une très bonne raison de venir juste pour se balader, parce que justement c'est une ouverture à tous les possibles en fait. Voilà. Du coup je sais plus, j'ai perdu le fil. Bon, ils sortent des 9 mètres carrés. Non. Le fil, c'était donc, il commence à se déployer. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, ils réalisent très vite que c'est pas, qu'effectivement, ils sont sur un chemin. C'est ça. Et qu'il va se passer quelque chose pour eux après, contrairement aux autres rendez-vous qui sont parfois un petit peu décevants pour eux. C'est ça, parce qu'en détention, souvent les personnes ont un rapport à leur corps via le sport collectif, par exemple. Et du coup, l'idée, c'est de sentir son corps, mais en force, on va dire, avec des courbatures, une sensation d'exister comme ça. Et du coup, nous, avec la sophrologie, la proposition, elle est tout autre. Elle est de cette rencontre un petit peu par l'intimité de soi, qui peut être très dérangeante. Au départ, il y a vraiment des gens qui viennent dans un cadre de volontariat ou qui sont indiqués dans des cadres de programmes de préparation à la sortie. Et vraiment, il y a des réactions qui peuvent être très, très contre. Au départ. Mais moi, je les laisse. Il y a des gens qui se lèvent, qui bougent, qui vont s'asseoir, qui nous tournent le dos. Enfin, il y a toutes les postures possibles. Et pourquoi pas, en fait, vu qu'il y a un temps de parole, certes, mais il y a aussi un temps de travail dans le silence. Chacun gère ce chemin avec son silence à ce moment-là. Et petit à petit, vu que justement, moi, je veux rien d'eux. C'est vraiment un espace pour eux. Et à partir du moment où ils comprennent ça, c'est-à-dire que je n'attends rien d'eux si ce n'est leur propre cheminement sur ces 14 séances, et que vraiment ils se l'approprient ou pas, ça c'est d'eux à eux-mêmes en fait. Et du coup, ça laisse une telle ouverture qu'ils finissent par venir. D'accord, et qui finissent par prendre leur chemin. Exact. Et par mieux vivre leur détention, rentrer dans leur corps. Alors, à partir du moment où il y a un gros travail sur l'anxiété qui se met en place, parce que du coup, il y a, on va dire, toujours une impulsivité, une colère, une frustration sous-jacente, permanente. Et du coup, d'arriver à travailler là-dessus, ça les amène eux-mêmes à regarder leur détention d'une autre manière. Déjà à poser cette réalité, parce que c'est leur réalité du moment. Ça c'est sûr, c'est pas la sophrologie qui va les faire sortir de détention, en tous les cas au sens physique du terme. Après, une fois qu'on a posé cette réalité, c'est-à-dire certes je suis en détention, mais à l'intérieur de cette détention, comment je peux profiter de ce temps pour faire quelque chose pour moi, dans ce cadre où je ne suis plus ni parent, ni frère, ni ami, ni je suis avec moi-même. Comment je peux faire un chemin avec moi. Et du coup, ils posent, petit à petit, ils avancent sur cette réalité-là, et à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à regarder ce qu'ils peuvent envisager pour demain, à classer leurs priorités, hiérarchiser un peu leurs difficultés, même si ça change l'heure d'après, d'ailleurs, peu importe, mais c'est d'être dans cette souplesse-là. D'accord. Est-ce que dans les propos de Françoise, il y a quelque chose qui fait écho chez vous sur la façon de... Oui. Ce terme, se déployer, je leur permets, je leur donne les outils pour qu'ils se déploient. C'est un terme que je trouve très joli comme néophyte. Et est-ce que ça vous fait écho, ces femmes qui vivent des situations donc bien différentes, mais il y a quelque chose d'un peu enfermant aussi dans être victime de la violence? Je pense qu'il y a quand même pas mal de similitudes, même si on est sur des profils différents, sur ce que c'est, les mécanismes qu'il peut y avoir. Non, moi, ce qui me parle bien, c'est vraiment de faire en sorte que les espaces, elles soient pour elles, et que c'est le moment. Moi, j'ai l'habitude de leur dire, c'est votre bulle. Donc, dans votre bulle, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas me parler, vous me parlez pas. Si vous voulez passer l'heure à pleurer, vous passez votre heure à pleurer. Si vous êtes en colère et que vous voulez l'exprimer, et il y a vraiment un travail sur comment matérialiser les émotions, où je trouve que du coup, on arrive en face avec des personnes qui ont une vraie difficulté à exprimer leurs émotions, et des fois on va pouvoir avoir des personnes qui vont nous raconter, des femmes, mais des choses absolument atroces, mais qui vont le dire d'un ton totalement neutre,
parce que du coup, il y a une amnésie complètement dans les émotions et dans ce qu'elles ont vécu, et ça, faut les reconnecter avec à la fois leur esprit, leur corps et leurs émotions. Et du coup, ça prend énormément de temps, mais c'est vital. Et quand on a réussi ça, quand elles ont réussi ça et qu'elles y arrivent, après, elles arrivent à commencer le chemin de la reconstruction, qui est comme long, mais au moins elles se ressentent sur elles et elles savent ce qu'elles ont besoin pour À la fois déployer et recentrer sur elles, et du coup, elles peuvent se remettre en marche, envisager une reconstruction. Alain, oui? Oui, alors j'ai travaillé également avec des jeunes délinquants. C'était des jeunes de 16 à 18 ans qui étaient fichés S. Et donc qui étaient enfermés parce que c'était chaud pour eux et c'était chaud aussi pour la société. Et donc la première fois que j'ai eu à les accueillir, enfin accueillir certains d'entre eux, ça a été exactement ce que tu as dit là. Il y avait comme une forme d'abord de construction de murs, comme un mur qui se mettait en place parce qu'ils ne se connaissaient pas les uns les autres, et en plus il y avait des filles et des garçons. Donc c'était très, très spécial. Et donc ils ont constitué une forme de groupe face à l'intrus que j'étais. Et donc j'ai laissé le temps que et je l'ai même provoqué involontairement d'ailleurs. J'étais venu moi avec mon programme, et tout de suite le programme j'ai pu le laisser à part et découvrir ce qu'il y avait devant moi, quoi. Et tout pouvait arriver, quoi. Donc et tout semblait arriver, sauf malgré tout un profond respect et puis une découverte de leur part du groupe et de leur place au sein du groupe qu'ils venaient de constituer face à moi. Donc c'était déjà quelque chose d'assez important et intéressant à faire. J'avais au moins quelque chose en face de moi à gérer et à traiter, et c'est ça qui est important. Ensuite, je les ai laissés discuter. Il y a un moment, je suis intervenu et j'ai dit: maintenant, vous allez fermer les yeux, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais fermer les yeux pour des gens qui vivent incarcérés, c'est tout un programme. Et c'était déjà quelque chose d'énorme que je leur demandais simplement de fermer les yeux. Et non seulement content de fermer les yeux, j'ai fait comme je vous ai fait à vous-même. J'ai dit: maintenant, vous souriez. Laissez venir le sourire. Alors ça les a beaucoup fait rire. Et comme ça les a beaucoup fait rire, ils sont partis dans une forme de stress, dans des rires qu'ils ne pouvaient pas contrôler, et j'étais rentré dans le yoga du rire. Et donc à partir de là, je les ai récupérés au bout d'un temps, où je les ai laissés rire tous leurs sous. Je les ai ensuite allongés, où ils ont pu continuer à rire. Et là, les émotions sont sorties, et j'ai pu les récupérer à la première séance, en somme, des bribes de choses qui sortaient, après être passé d'une sophro traditionnelle que je voulais mettre en place à du yoga du rire naturel qui s'est fait, et connaissant la technique et la maîtrisant, j'ai laissé se faire. Vous avez rebondi de cette manière-là. J'ai rebondi de cette façon-là pour faire naître quelque chose au niveau du sorti des sentiments. Et dès qu'il y en a un qui a parlé, les autres ont voulu parler aussi. D'accord. Donc là, ce que vous êtes tous en train de dire, quand on a face à nous comme ça des populations avec des profils extrêmement douloureux, des traumatismes, l'écoute, bon, vous en parlez tous de l'écoute, mais là c'est l'écoute puissance en ultra-vigilance, et surtout être capable d'inventivité et de créativité, quoi. On bouleverse la séance, on ne fait pas l'exercice qu'on avait prévu, on s'adapte, ce que vous disiez aussi Françoise, parfois vous ne faites pas ce que vous avez prévu parce que la personne n'est pas en état de le recevoir, donc être capable... Et alors est-ce que ça ne demande pas... Alors j'ai 3 questions à vous poser. Est-ce que ça ne demande pas du coup énormément d'expérience ? Est-ce qu'on peut embrasser la sophrologie, enfin ce type de carrière, quand on est tout jeune sophrologue? Moi, j'ai envie de dire que c'est possible. Et c'est vraiment où là, c'est de s'écouter, et aussi la créativité. On est face à un groupe, il y a des choses qui se passent, et on est obligé de réagir et de faire en sorte qu'on réagisse à ce qui se passe. Donc là, c'est être obligé de faire preuve de créativité. D'accord, donc c'est sûr que ça marche quand on est très jeune et qu'on n'est pas formaté par des années de... je vous provoque. Un peu. Que ce soit plus jeune ou... D'accord, non mais quand on entend parler, c'est vrai que moi moi, spontanément, je me dis, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir eu beaucoup d'expérience, vécu, rencontré beaucoup de patients, vécu beaucoup de cas différents pour être capable, connaître beaucoup d'outils différents pour être capable d'adapter très rapidement sa séance? Ça demande un petit peu de technicité, peut-être, entre guillemets. Ou pas, hein
J'irais pas forcément. Non. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, pour mon expérience, c'est que auparavant, quand je faisais que de l'accompagnement, j'avais déjà cette façon de faire. Et du coup, je pense que c'est plutôt personnel. Enfin, après, c'est chacun utilise sa personnalité, ses qualités, son expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Enfin. Oui, utilisez vos talents, comme disait Marie-Claire. Mais du coup, tous les talents, et tous vos talents. Il faut ouvrir l'imagination, la créativité. L'autre chose que je voulais vous demander, donc, Françoise, comment on entre dans le milieu carcéral ou comment on entre dans des services spécialisés? Bon, le SMUR, là, vous êtes ambulancier du SMUR, donc vous êtes rentré comme ça. Non, mais comme sophrologue, comment on entre dans la prison? Alain aussi. On vous demande une étude aujourd'hui. Ça tombe bien. Hier, on parlait des scientifiques dont on avait besoin. On vous demande une étude pour pouvoir mesurer l'apport de la sophrologie dans le milieu carcéral. Alors en fait, on ne me demande pas d'études, mais c'est moi qui ai commencé ça directement à partir du premier moment où j'ai commencé. Vous récoltez de la donnée. Alors, déjà, entrer en milieu carcéral, ça reste quand même une sorte de mystère, si ce n'est que ce que je peux conseiller aux personnes, c'est de se rapprocher d'associations qui elles-mêmes interviennent en prison. D'accord. Voilà. Après, moi, j'ai fait ça assez directement parce que ça m'a paru une évidence. Donc, effectivement, je suis les gens avec... alors, chacun est libre de remplir ou pas mes petits questionnaires, de répondre à toutes les questions ou pas, bien évidemment. Il n'y a rien d'imposé. Mais, du coup, avec les motivations d'entrée... même si c'est juste cette fameuse balade ou gagner des jours sur la détention, parce qu'il y a un système un peu particulier. Et donc on fait des bilans déjà aussi un peu au milieu, savoir un peu où ils en sont. Et à la fin, je leur soumets un questionnaire assez détaillé qui permet justement de faire un état des lieux. Donc en fait, voilà, c'est une sorte d'état des lieux qui grossit au fur et à mesure du temps. C'est compliqué d'avoir aussi beaucoup de retours dans le sens où il y a des personnes qui vont être transférées ou qui vont sortir au milieu ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de pertes de retours, on pourrait dire. Mais en tous les cas, voilà, je les rassemble, ces retours, et effectivement, j'essaye de les exploiter pour montrer petit à petit à la pénitentiaire, à l'administration pénitentiaire, le sens que ça peut avoir. D'accord. Donc ça peut être important aussi de documenter son activité pour nourrir le métier de... Bah oui, pour moi ça a été une évidence. C'était une évidence pour vous. Et je voulais surtout vous demander, alors tous, vous intervenez dans des milieux du coup difficiles, c'est votre quotidien, vous avez affaire à des gens qui souffrent, qui sont victimes de traumatismes, qui sont tout cassés, tout cabossés. Comment vous n'en sortez pas, vous, tout cabossé aussi, à la fin de la journée? Guillaume? On fait de la sophro. C'est pas une perche que je vous ai tendue, c'est une poutre. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut vous l'appliquer à vous-même. Oui, tout à fait. Enfin, ouais, je l'applique à moi-même, heureusement. Je crois que sinon... Mais c'est une habitude aussi dans ces milieux-là. Et voilà, on évite les transferts, etc. Des fois, c'est difficile. La preuve en est que c'est mes propres collègues, des fois, qui me demandent des petites séances pour justement éliminer les images chocs qu'on peut avoir. Donc moi je suis comme tout le monde, des fois moi aussi je suis blessé par ce que je vois, voilà, on va s'isoler, on va travailler sur soi, puis on essaye d'évacuer tout ça sur plusieurs jours, et puis on s'en sort. Et on continue, et tant qu'on fait du bien, on est content. Ah, il y a quand même un feedback, comme disait Florence hier soir, un feedback aussi. Alain, oui? Oui, alors, être cabossé, on a été au sens propre et au sens figuré après les interventions, ouais. Les cabossages physiques, ça se répare. Les cabossages psychologiques, ça se répare beaucoup moins bien. Et c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup des victimes, mais on ne s'est longtemps pas occupé de ceux qui intervenaient, justement. Et dans les interventions, on est bien sûr soi-même suivant la nature de l'intervention, et si ça a tiré ou pas, on n'en sort pas complètement indemne à chaque fois, bien sûr. Alors comment on traite ça? Comment on traitait ça au début? Alors effectivement, il y avait la sophro, mais la sophro au début, il fallait déjà que je la mette en place, et surtout dans un cadre, j'allais dire, pratique et utile.
Donc là aussi, c'est un questionnement par rapport à la sophrologie. Est-ce que la sophrologie est là uniquement pour être efficace et pour permettre aux gens de s'adapter à l'existence et à ce qui nous est demandé dans les entreprises et dans différents milieux? C'est bien d'être efficace, c'est bien d'atteindre, c'est bien aussi de s'adapter, et la sophrologie est faite pour ça, mais n'est-elle faite que pour cela? Est-ce qu'on est sur Terre uniquement pour être efficace et adapté? Sommes-nous heureux après cela? On s'aperçoit qu'après, pour ce qui me concerne, presque 13 ans de GIGN, quand on fait le bilan, on sort complètement cabossé, même si on a fait de la sophro. Tellement cabossé d'ailleurs. Est-ce que vous ne seriez pas plus cabossé sans sophro? Je ne sais pas, ça dépend encore de chaque remarquez. individu. C'est chacun. C'est en fonction de l'état intérieur dans lequel on a évolué et de quelle façon on aborde tout cela. C'est comme, est-ce qu'on doit faire de la sophro à tout prix pour être dans l'accueil des autres? Non, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas fait de sophro et qui sont capables d'accueillir. Autrement dit, c'est un état intérieur, c'est un état d'être que l'on peut peut-être atteindre plus facilement par la sophro, mais c'est en fait l'état intérieur de chaque. Non, mais on dirait qu'on parle d'un outil ou d'une façon d'être qui vous aide, par exemple pour vous Guillaume, qui vous aide dans votre métier, mais vous étiez ambulancier avant. Vous avez une vie avant la sophrologie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'une sorte de sophrologie opérationnelle, oui. Être bon au boulot, être voilà. bon, être bon là. Et puis il y a une autre peut... sophro qui est justement aller vers la vie. Ah ouais. Et s'apercevoir qu'à la fin, quand on a rempli nos rêves, justement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, au bout d'un moment, ce fameux rêve après lequel je courais, qui a été pleinement rempli, et grâce en grande partie aussi à la sophro, qui m'a accompagné pendant tout ce temps, et quand ça s'arrête, ce rêve, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on est venu sur Terre uniquement pour accomplir nos rêves? Et quand le rêve est accompli, alors qu'est-ce qu'on devient? Eh bien, on devient qu'on est vivant et qu'il y a la vie qui continue, et il faut renaître à la vie. Et là aussi, la sophro peut aider. D'accord. Mais est-ce que là, oui, on parle un peu d'une sorte de sophrologie opérationnelle, mais c'est un peu pour moi, je l'entends comme néophyte, comme mettre les gens sur un chemin qui leur permet de redémarrer leur construction, redémarrer leur vie pendant et après la tension, et nous-mêmes aussi. Et là, oui. Non, par contre, juste ce que je voulais dire, c'est de comment on arrive, nous, à s'écouter. Ouais, et à se protéger aussi. En se disant, à un moment donné, je peux plus. Où là, j'ai une charge émotionnelle parce qu'on a tous et toutes nos vies, et il y a un moment donné, quand on se retrouve en face à face, et ben, c'est pas forcément le bon jour. Nous, on a une charge émotionnelle qui est trop importante, et du coup, on va pas réussir à recevoir, on va pas pouvoir être en interaction, et c'est surtout plutôt d'arriver à se dire, là, je peux plus, donc je vais pas faire aujourd'hui, parce que je vais mal faire, je vais pas, voilà. Et du coup, c'est de gérer la frustration et comment on arrive à déconnecter à la fin de la journée, où s'essouffler, de se dire bon bah ok, la personne, elle, en tout cas ce qui me concerne, elle va partir, on est vendredi, j'ai rendez-vous avec elle lundi, peut-être que lundi elle sera pas là parce qu'entre temps malheureusement elle aura pu être tuée, mais il faut que je la laisse partir parce que c'est ça son choix, je peux rien faire d'autre, sauf qu'après il faut aller dans son week-end. Faut déconnecter, faut reprendre sa vie, et du coup faut arriver à lâcher, poser et se dire bon bah on verra aussi lundi. Et ça, c'est la plus grosse difficulté, je trouve, dans notre travail. Et du coup, alors ma dernière question, c'est, alors ça peut être aussi valable pour vous que pour les gens que vous rencontrez. Comment est-ce qu'à un moment vous distinguez ce qui va relever de la sophrologie et ce qui va relever de la psychologie, la psychiatrie, parce que vous avez face à vous des gens qui sont très très abîmés parfois. Donc comment est-ce qu'à un moment est-ce que vous avez des vigilances là-dessus pour dire là on peut intervenir, mais là il faut qu'on oriente les gens vers une autre prise en charge parce que c'est pas de notre domaine. Est-ce que c'est très présent dans la façon dont vous fonctionnez avec les gens que vous voyez? Françoise. Oui, en ce qui concerne les personnes qui sont en détention, pour certaines, elles ont un suivi psy à côté. Après, je peux pas dire que je travaille directement avec les psychologues, mais si ce n'est qu'avec le temps, déjà, les rendez-vous se sont décalés. Au début, il y avait des rendez-vous de psychologues qui étaient en plein milieu des séances, donc les surveillants venaient chercher les détenus au milieu des séances, etc. C'est pratique, ça. Ouais, c'est agréable. Et enfin, puis en plus, ça déstabilise complètement le groupe et tout ça, donc c'est très compliqué de redémarrer derrière. Donc tout ça, c'est déjà bien posé. Mais du coup, ce que
personnes qui pratiquent la sophrologie en détention apprécient justement, c'est que ça les aide à corporaliser, on pourrait dire, des choses qui travaillent parallèlement en psychothérapie en fait, hein, ou en thérapie par la terre ou des choses comme ça. Et par exemple, pour des nouveaux venus, parce que nous, on a un petit temps de parole au départ qu'on appelle l'humeur du jour. Hein, donc l'idée, c'est simplement de communiquer comme on se sent là tout de suite, maintenant, en arrivant. Au départ, ils ont peur, justement, qu'on tombe dans un espèce de choses où il faut s'exprimer. Comme ça, moi, j'ai des groupes de 10 à 12 personnes. Et d'un coup, non, ma première chose, c'est de leur expliquer, justement, qu'on n'est absolument pas dans un travail psychologique, mais dans un travail de ce que je sens pour savoir ce que je suis en tous les cas à ce moment-là. Oui, du coup là c'est l'approche rassurante et complémentaire de c'est ça, de et l'approche puis tout de suite leur dire que si notre séance avait lieu par exemple 2 heures plus tard, qu'ils avaient 2 heures de plus de vie en détention, potentiellement ils seraient encore arrivés dans un autre état, que tout est évolutif. Et qu'il ne faut pas en avoir peur. Donc ce qui est important, c'est de travailler en réseau et en complémentarité, raison pour laquelle vous êtes d'ailleurs venus toutes les deux pour une approche globale et en réseau. Pardon, excusez-moi, je vous remercie beaucoup, tous les 5, pour vos témoignages, pour votre expérience. On va prendre quelques minutes pour... on va rallumer un petit peu la salle. Est-ce que vous avez des questions, envie d'intervenir? Oula, je vois des mains qui se lèvent comme ça. Oula, de partout. On va commencer ici. Je vous ai vu et puis je viens vous voir juste après. Bonjour, merci à vous tous pour vos témoignages. Je suis sophrologue, je suis diplômée de l'ISRA. Je voulais m'adresser à Françoise parce que j'ai 2 choses qui m'interrogent. D'une première part, est-ce que les patients, les personnes que vous voyez viennent du domaine du volontariat, ou est-ce qu'on leur demande de venir assister à ces groupes? Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il n'est pas difficile de créer l'alliance? Alors, concernant la première question, il y a les 2 cas de figure. Des fois, il y a des groupes de préparation à la sortie. Donc ça, les personnes détenues sont incluses dans un programme, hein, dans la mesure où elles acceptent ce contrat avec ce programme. Donc avec des surveillants qui sont formés, un psychologue, il y a une philosophe aussi qui intervient. Et, une philosophe? Oui, absolument. D'accord. Il y a des cours de philo qui sont proposés. Alors évidemment, peu de personnes sont concernées, hein, parce que chaque fois, c'est des petits groupes de 6 à 10. Donc... dans une maison d'arrêt où il y a 1000 personnes, effectivement, le pourcentage est faible. Mais voilà, donc là, dans la mesure où ces personnes s'inscrivent dans ce protocole, elles sont obligées de faire le parcours sophro. Donc elles arrivent avec ni plus ni moins de points d'interrogation dans les yeux que celles qui viennent volontairement au départ. Voilà. Mais j'insiste autrement beaucoup sur le volontariat et j'essaye de voir avec l'administration pénitentiaire pour qu'eux-mêmes ne filtrent pas trop les personnes qui demandent à être inscrites. Parce que tout passe par l'écrit. On fait une demande d'inscription qui après doit être validée. Donc moi en fait j'essaye de récupérer les petits mots de demande d'inscription avant l'intervention de l'administration pénitentiaire pour pas filtrer. Après, bien sûr, pour préserver le volontariat. Voilà, c'est ça. Après, bien sûr, ils sont obligés d'intervenir dans le sens où il y a des personnes qui ne peuvent pas être mises ensemble dans un même groupe. Donc ça, c'est pour la première question. Et en fait, en ce qui concerne la deuxième question, moi, je fais une alliance aussi avec les personnes en détention dans le sens où très vite, elles prennent, des fois, il y a des personnes qui prennent peu de choses et puis il y a des personnes qui vont tout prendre, mais vraiment tout. Mais quoi qu'il en soit, je leur explique que, de mon point de vue, c'est fondamental en détention de pouvoir accéder à ce genre de pratique, de développer ce genre de méthode. Et donc, je les mets aussi, on va dire, caution solidaire de mon combat qui est d'essayer d'élargir la sophrologie en milieu carcéral et du coup ils deviennent complices aussi de mon combat et je leur explique bien qu'une sophrologue seule dans une salle sans personne ça ne marche pas, donc du coup ils viennent pour travailler eux-mêmes à essayer de mieux être pendant leur détention et d'essayer d'ouvrir
leur van pour demain, hein, même si demain, c'est vraiment le demain au sens propre. Hein. Et en même temps, ils sont contents d'être inclus dans un projet qu'on essaye de développer, dans lequel ils se sentent en sécurité et où ils n'ont rien à prouver, à essayer juste d'être juste eux. D'accord. Donc vous avez élargi les termes de l'alliance, Ouais. dans un sens. Ouais, peut-être, je sais pas. Merci. Oui, ici, alors plus vos réponses sont concises, plus les questions concises et les... Non, mais enfin, ça va. Je suis pas un dragon quand même. Et plus on peut en prendre. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Oui, attendez, c'était ici, il y avait une question ici, et après je vous rejoins là-haut, c'est ça? Ok. Alors, c'était par ici, le micro il arrive. Et après on vient vous voir. Bonjour, je m'appelle Mercedes, je viens de l'Institut Sully dans le Vaucluse. Ma première question, ça serait dirigée à Françoise. Ma question est, dans vos interventions auprès de ces personnes, vous le faites en tant qu'indépendante ou vous êtes sous contrat? Alors, j'ai d'abord développé une grosse partie de bénévolat, il faut quand même le dire, hein, c'est-à-dire que c'est un travail au long cours. Ensuite, on est plusieurs, on a créé une association. Donc en fait, je suis salarié de l'association. Ce qui fait que quand on obtient un financement, le financement est récupéré par l'association qui elle-même me salarie en fonction de ses possibilités. En fait, c'est ça. D'accord, merci. Et là, j'ai une question globale à vous tous. Est-ce que les supervisions, je suppose que vous en faites, est-ce que se font peut-être plus régulières lors... alors, comment je m'explique? Oui, du fait de la difficulté lors de la difficulté, voilà, exactement. Si vous faites des supervisions un peu plus régulières ou non. Ou non. Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est pas vraiment de la supervision, mais c'est du débriefing d'équipe. Et ça va assez vite, en fait, c'est souvent en remontant dans la voiture. Quand on repart tous ensemble, ça nous permet d'évacuer tout ce qui s'est passé, etc. Et du coup, on débriefe comme ça. Et on améliore les situations quand il y a besoin, mais généralement, la sophrologie est plutôt bienvenue en règle générale, donc... au contraire, à chaque fois, je suis poussé à continuer. Mais je pense que la question, c'était, les supervisions, c'est aussi pour vous protéger un petit peu, vous. C'était ça, un petit peu la question? Ou si, est-ce que vous êtes un peu, plus est-ce que vous sentez que vous avez besoin de plus de supervision? Enfin, je ne sais pas s'il y a un protocole, est-ce que vous devez le faire une fois par mois ou non? Moi, je pas pour vous, Guillaume, visiblement. Je peux parler au sein de l'association. On a de l'analyse de la pratique, donc régulière, à peu près une fois tous les 2 mois. Donc que ce soit pour nous les cadres et que tous nos collègues, on a tous de l'analyse de la pratique. Et après, on échange aussi énormément en équipe. D'accord. Et pour vous, Françoise? Alors pour moi, en fait, c'est à la sortie des groupes. Dans le cadre de ces fameux groupes de sortie, il y a une psychologue avec qui je m'entends assez bien. Et quand il y a des cas, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas utiliser ce mot-là, mais qui peuvent me déstabiliser, par exemple, on communique ensemble. D'accord. Mais en fait, moi, j'ai toujours cette notion très importante qui fait toute la différence, c'est que moi, je sors. Et en fait, simplement le fait de sortir, en fait, c'est suffisamment énergisant, je ne sais pas comment dire, pour arriver à faire pour créer de la distance. Absolument. D'accord. Pour faire et chaque fois que je sors, l'idée c'est toujours de revenir avec de la joie, en fait. Et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de vos métiers, il y a déjà des systèmes d'accompagnement, de prise en charge qui fait que vous n'êtes pas uniquement livré à vous-même. Et en plus des supervisions qui peuvent intervenir. D'accord. Alors oui, là-haut, tout là-haut. Oui, bonjour, Nathalie Bergeron-Duval, formée au CES. Alors d'abord, juste un commentaire très court. J'ai entendu 3 mots-clés qui fondent, moi, ma pratique. Sophrologie, yoga du rire et créativité. Donc j'étais très heureuse de l'entendre. Et puis j'avais une question pour Guillaume, qui nous a parlé en quelque sorte, avec l'accidenté de la route, de quelque chose que je comprends autour d'une alliance de l'urgence.
Là, on a vraiment efficacité et urgence ensemble, et non pas dans l'opposition, comme Richard Esposito pouvait nous en parler tout à l'heure. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pouvez faire face à une urgence avec une personne qui n'est pas du tout entraînée a priori avec des exercices de sophrologie, au-delà de l'écoute? Est-ce que vous passez tout de suite peut-être par de la respiration, par une occupation du mental de la personne, puisque la remettre dans son corps, dans l'instant présent, c'est l'horreur, puisqu'elle souffre. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Merci. Oui, bah c'est ça, la réponse est dans la question. Alors au niveau de l'écoute, j'en ai pas beaucoup, parce que en fait, à part dire j'ai mal, la reformulation est assez courte et j'évite de la faire. Oui, je voulais dire une écoute dans le sens une disponibilité totale. Oui, c'est ça. Mais là, vraiment, ça va traverser effectivement par la respiration d'abord. C'est des gens qui connaissent pas la sophrologie. Ils vont d'abord me faire confiance parce que je suis le soignant qui arrive pour les aider. C'est vrai que c'est la force que j'ai au départ. Et quand on souffre énormément et qu'on est pris par la panique, on fait confiance à tout le monde. Donc c'est facile de me faire... de se laisser prendre au jeu. Et du coup, c'est vrai que je commence toujours par la respiration, parce que c'est à peu près le truc, je suis sûr, qui fonctionne dans l'instant. Pour eux, ils respirent normalement. Alors je vais surtout les aider à respirer le plus calmement possible, parce que souvent la respiration est très saccadée, parce qu'il y a douleur et stress. Les deux sont liés, le stress augmentant la douleur. Donc le but du jeu est de faire descendre le stress pour minimiser la douleur. Et les uns après les autres, tranquillement. Donc je commence par la respiration, ça peut être des évocations. Selon le temps que j'ai, des fois ça dure très longtemps, donc je tourne en boucle sur différentes choses pour effectivement occuper l'esprit le plus possible et faire oublier les douleurs corporelles. D'accord, merci. Et j'avais juste une question pour le milieu carcéral. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom de votre association? Eh bien non, parce qu'elle ferme en décembre. Non, ils sont en clôture par manque, on va dire, non pas uniquement de subventions, mais aussi de renouvellement de membres et tout ça. Donc là, en fait, ils sont en fermeture au mois de novembre. Voilà, autrement, c'était une association socio-éducative, donc après, il faut regarder dans d'autres maisons d'arrêt s'il y en a, parce que c'est association socio-éducative qui porte le nom de la maison d'arrêt derrière. Mais là, en l'occurrence, tristesse. D'accord, donc, c'est un domaine où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à inventer. Enfin, je vais prendre une question ici, c'est madame, est-ce qu'elle était là? Voilà, madame en rose, et après le monsieur. Et si vous voulez faire une pause, il va falloir qu'on s'arrête, sinon on ne fait pas de pause, on enchaîne, c'est comme vous voulez. Ah, vous voulez faire une pause, Bah oui, vous voulez vous repoudrer le nez. Je sais qui demande pourquoi vous dites tout le temps qu'il faut se repoudrer le nez. Parce que c'est plus poli que de dire aller faire pipi. Ici, la dame avec un foulard rose, une petite écharpe rose autour du cou. Et après, on vient vous voir, monsieur, oui. Vous pouvez vous lever. Merci à tous. Marianne Durand, donc je sors de formation. J'étais à l'école française de sophrologie de Montpellier. En fait, j'avais un peu la même question que la dame au-dessus pour Guillaume. En fait, on s'interrogeait sur cette motarde que vous avez rencontrée accidentée. Au-delà de la respiration, quelles seraient les techniques que vous avez utilisées? On a pensé aux lieux ressources, mais on s'est interrogé finalement sur peut-être la notion de vigilance qui pouvait... mais si vous pouviez préciser au-delà de la respiration. Ouais. D'accord. Plus concrètement, plus précis, quel type d'exercice ou de pratique vous avez pu proposer? Alors, si on rentre vraiment dans la technique, ça va être les différentes respirations que vous connaissez, des respirations plutôt calmantes, apaisantes, etc., que je vais accompagner, peut-être même avec le toucher des fois, parce que forcément, ils n'ont pas toujours le ressenti. Donc, je me le permets en tant que soignant. C'est vrai qu'en sophrologie, normalement, on ne met pas de contact, mais là, en tant que soignant, je me permets des fois, parce que ça aide, ne serait-ce que de prendre la main, ça a un signe fort. J'accompagne la respiration des fois simplement en demandant l'autorisation bien évidemment, mais en posant la main sur le ventre aussi pour justement essayer de faire descendre la respiration
au niveau abdominal, ce qui marche assez bien. Après, je vais utiliser tout ce qui est protection sophroliminale derrière pour vraiment entretenir un niveau le plus bas possible. Et après, je vais aller sur des évocations, des lieux ressources par exemple. Mais généralement, quand on leur demande, voilà, ça peut être aussi leurs vacances parce que c'est ce qui vient le plus souvent en fait. C'est ce qui est le plus meilleur des réflexes pour eux. Ok, merci beaucoup. Merci Guillaume. Et monsieur, vous êtes en Bordeaux? Je vois pas très bien. C'est une question par jour, c'est ça? En haut. Ouais, vous savez, je pense qu'après, je vais vous proposer de vous parler aussi au village des exposants, parce que ce serait bien de faire une petite pause. Et vous êtes super nombreux à vouloir parler là. Je vais essayer de faire court. Donc, Eric Allet de l'ISR de Rennes. J'ai une question pour Alain. Donc déjà, dans ce que vous avez présenté, alors j'ai du mal à comprendre le rapprochement que vous faites entre l'EMI, donc l'expérience de mort imminente, et la sophrologie. Donc, est-ce que vous pourriez vous exprimer là-dessus? Et puis après, par rapport à ce que vous faites, donc l'institution, notamment militaire, ou en tout cas ceux qui font partie du ministère de la Défense ou de l'Intérieur, sont des institutions où, on le sait, il y a certaines notions de déshumanisation, de classes humaines, c'est-à-dire différentes classes comme les militaires du rang, les sous-officiers, les officiers, où il y a des barrières et des obstacles qui sont des fois qui paraissent infranchissables. Comment la sophrologie arrive à se placer dans ce genre d'institution et est-ce que vous intervenez? Oula, il y a plusieurs questions là. Excusez-moi. Alors, on va avoir un problème. Comment Choisissez votre question préférée. Comment ça s'intègre dans des institutions qui effectivement poussent l'humain dans des compétences et des donc performances? Donc la sophrologie et l'armée et la gendarmerie, en gros, je vous propose que pour le MI, vous en parliez après, parce que je pense que ça peut durer des heures, si ça ne vous ennuie pas. Non, ça va être court pour le MI. Non, le MI, c'est un état modifié de conscience. Et les états modifiés de conscience intéressent la sophrologie. C'est une expérience que j'avais faite avant de connaître la sophrologie. Mais à partir de cette expérience que j'ai faite, que j'ai tirée, j'ai eu des éclairages personnels, individuels, sur ce qu'était pour moi la vie, l'existence, la mort, etc. Donc j'en ai tiré pour moi-même une expérience individuelle et personnelle par rapport à ça. Mais ça intéresse la sophrologie dans la mesure où c'est un état modifié de conscience. Et que la sophrologie s'intéresse à tous les états modifiés de conscience. Voilà. Alors, la deuxième question... C'était la place, enfin, comment la sophrologie arrive à intégrer des mondes aussi, qui nous paraissent en tout cas aussi rigides que l'armée. Oui, alors je pense que d'abord, il ne faut pas forcément étiqueter... il ne doit pas y avoir d'a priori. Il ne doit pas y avoir d'a priori dans les gens que nous recevons, ne serait-ce aussi comme en prison. Autrement dit, le milieu dans lequel on intervient, il ne faut pas l'étiqueter à l'avance. On doit être ouvert. Et c'est important parce que c'est l'état intérieur de celui qui arrive qui permet aussi d'établir le lien avec ceux qui sont en face. Alors, c'est vrai, on va pas se le cacher, que dans des milieux qui sont effectivement hiérarchisés ou contrôlants, il est très difficile de pénétrer. C'est valable pour l'armée, comme c'est valable d'ailleurs dans les milieux pénitentiaires, comme c'est valable dans les écoles, etc. C'est valable dans l'hôpital hier, où il y a besoin de la preuve scientifique, voilà. La double à l'aveugle, qu'on ne peut pas lui donner, donc c'est Alors ça s'ouvre de plus en plus, et on en parle de plus en plus aussi dans les milieux de l'armée, naturellement, puisqu'on s'est aperçu que les gens qui intervenaient à l'extérieur revenaient avec des traumatismes qu'il fallait prendre en charge, etc. Et donc la sophrologie joue son rôle là-dedans. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, je propose que vous alliez vous parler au forum, si ça ne vous ennuie pas. On prenne un petit quart d'heure de pause pour que ce soit à l'heure.